Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission. Très heureuse de vous savoir très nombreux en train d'attendre ce grand rendez-vous d'actualité. Cette actualité qui reste dominée par la plainte déposée par le président de la République justement au travers de son conseiller spécial chargé de la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux, Luzolo Bambi. L'actualité reste aussi rythmée par la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, les processus électoral, mais aussi les différentes consultations déjà débutées par le président de la République en vue du dialogue national. Voilà donc là l'essentiel de l'actualité. Et justement, on va parler de cela avec la bouche autorisée du gouvernement, allais-je dire, c'est-à-dire le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga, qui nous a fait encore honneur de passer dans notre émission. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue. Merci. Comment vous allez ? Très bien, merci. Monsieur le ministre, à la veille justement de la fin du mandat du président de la République, on voit plusieurs inaugurations, même plusieurs mises en place de certaines structures. Je vais citer la mise en place de la Cour constitutionnelle qui est venue, les inaugurations par ici, par là. La dernière en date, c'était hier à l'aéroport international de Ndjili. Et puis bientôt, on va inaugurer l'hôtel du gouvernement, monsieur le ministre. La veille du mandat, c'est beaucoup parlé. Le mandat du président se termine à la fin de 2016. Nous sommes encore à la mi-2015, puis-je vous le rappeler. Et donc, le président est en plein exercice d'un mandat de 5 ans. Et donc, je ne pense pas qu'il faille parler de la veille de la fin du mandat, comme si nous étions dans la deuxième moitié de 2016. Mais bref, le président travaille, on inaugure, c'est qu'on a construit, c'est qu'il y a des choses qui se font, conformément au programme de la révolution de la modernité, qui a été son programme électoral de 2011, ce qui est une bonne chose pour la RDC. Alors, il faudrait parler du programme avec le nouveau gouvernement, le gouvernement des cohésions nationales. D'aucuns voulaient comprendre justement, monsieur le ministre, est-ce que c'est une sorte de continuation? Parce que il faudrait dire que depuis qu'on a déposé le projet du gouvernement passé, Matata 1, si on peut le dire ainsi, on n'a plus jamais déposé. Est-ce que c'est une sorte de continuation où on va se référer aux différentes missions confiées par le chef de l'État à ce nouveau gouvernement? C'est le gouvernement qui a changé, pas le président. Et donc les missions du gouvernement sont celles que le président a données au gouvernement. Et donc je serais bien étonné que le président, en désignant une nouvelle équipe gouvernementale, lui assigne une mission différente de celle qui a été la sienne depuis le début de son mandat. Aussi. Les principes sont les mêmes depuis le début de la mandature. Maintenant, il y a probablement des aménagements, des ajustements qui se traduisent au niveau des changements au niveau de l'équipe gouvernementale, mais fondamentalement, c'est le même programme, le programme de Joseph Kabila qui continue à être exécuté. Donc il n'y a pas une sorte c'est-à-dire il n'y a pas de péché du fait que ce nouveau gouvernement n'a jamais présenté son programme à l'Assemblée nationale, comme le pensent certains. Je ne pense pas que ce soit péché. Le gouvernement a présenté son programme sur lequel il a été adoubé au niveau de l'Assemblée. Il devait présenter son programme si on avait changé de Premier ministre, on ne l'a pas fait. Et donc, s'agissant du même Premier ministre, avec le même président de la République, ce n'est pas péché du tout au regard de notre ordonnancement juridique. Alors, monsieur le ministre, aujourd'hui, l'actualité, je viens de le dire, reste dominée par la plainte déposée par le président de la République. Pouvons-nous connaître le contenu de cette plainte? Le président de la République ne dépose pas plainte, madame. C'est, je pense, une façon impropre de présenter les choses. Je parlerai, en ce qui me concerne, plutôt de la transmission par la présidence de la République, par le canal de monsieur le conseiller spécial en charge des questions de lutte contre la corruption, le blanchiment de monsieur Luzolo, l'ancien ministre de la Justice, d'un certain nombre de documents de dénonciation de faits qui peuvent être considérés comme des violations de la loi, qui ont été portés à la connaissance du président de la République par diverses sources, au niveau national, pourquoi pas, peut-être au niveau international. Tout ceci a été transmis à l'office du procureur général de la République pour qu'une suite y soit donnée.
Le procureur peut soit donner une suite, soit classer sans suite. Le procureur, vous le savez, il instruit à charge, mais il instruit aussi à décharge. Donc il est un peu tôt de parler d'une plainte comme telle, ou même de désigner des personnalités, comme je l'ai entendu faire dans certains médias. On va y arriver justement, les indiscrétions nous parlent de 20 personnes. Monsieur le ministre, vous personnellement, n'avez-vous pas peur de figurer sur cette liste? Ce sont précisément des indiscrétions, et donc ça ne peut pas faire l'objet d'un commentaire du porte-parole du gouvernement. Vous, personnellement, votre conscience ne vous reproche de rien du tout? Mais que ma conscience me reproche ou ne me reproche pas, ici, je suis en qualité de porte-parole du gouvernement. Je voudrais simplement, par principe, dire que ceci n'a pas été dévoilé ni par le cabinet du président, ni par l'office du procureur général de la République, et que donc ce sont des supputations qui ne peuvent amener le gouvernement à faire quelques commentaires que ce soit. Et justement, la presse a publié, je vais citer le site de Radio Okapi, a publié quelques noms qui figureraient sur cette fameuse liste. On a cité le nom de 4 gouverneurs de différentes provinces de la République, mais aussi de l'ancien collaborateur, c'est-à-dire directeur de cabinet du chef de l'État, monsieur le ministre. Heureusement que vous parlez au conditionnel, madame, parce que toutes ces personnes, si tant est qu'elles sont citées dans ces rapports, bénéficient ou jouissent de la présomption d'innocence. On n'a pas à étaler comme ça leur nom, à les livrer leur honneur comme ça à l'opinion publique. Il faut attendre que la justice puisse décider s'ils sont coupables ou non, attendre que le procureur général de la République décide de poursuivre ou non. Donc il y a encore du chemin à faire. Et justement, sur cette liste, on a vu le nom du gouverneur du Katanga, M. Moïse Katumbi aujourd'hui, et d'aucuns estiment que c'était lui la cible du président de la République, et les autres, c'était une sorte de couverture. Vous avez parlé du site de Radio Okapi et vous n'êtes pas en train de parler au directeur d'Okapi. Vous parlez au porte-parole du gouvernement. Je n'ai pas à commenter ce que le site Okapi dit ou ne dit pas. Ce n'est pas mon rôle. Puisqu'on parle du gouverneur du Katanga, on a vu les autres venir. Pourquoi lui, il n'est pas venu lors de consultations lorsque le président de la République a invité les gouverneurs? Je ne suis pas le porte-parole du gouverneur du Katanga. Veuillez bien lui poser la question. Alors, monsieur le ministre, on va évoluer justement avec ce dossier. Finalement, que doit attendre du procureur général de la République? Est-ce que l'action du président de la République pourrait influencer justement la décision du juge? Vous savez, le président de la République est celui qui donne le tempo au fonctionnement des institutions. Il a reçu des dénonciations, il les a orientées vers l'institution judiciaire qui est celle qui doit traiter ce genre de dénonciations. Le président ne les a pas traitées. Il appartient au procureur de la République de voir si ces dossiers méritent quelque attention que ce soit, auquel cas il y aura des suites judiciaires en termes de défèrement de ces gens devant des instances judiciaires qui vont prononcer la culpabilité ou la non-culpabilité. Donc il est vraiment prématuré maintenant pour nous de nous prononcer. Le procureur général de la République ne peut que s'intéresser à une information qui lui parvient. Que l'information vienne du président de la République ou qu'elle vienne du citoyen le plus modeste, le procureur général de la République, professionnellement, est tenu de vérifier toutes les informations qu'il reçoit. Mais nous ne pouvons pas, pour l'instant, faire des supputations sur ce que sera sa réaction, et moi encore moins qu'un autre, parce que la justice ne peut pas recevoir d'injonction ni d'influence du gouvernement dont je suis le porte-parole. Alors, monsieur le ministre, puisqu'on parle du procureur général de la République, quelle est la suite justement de l'affaire Fosse Commune à Maluku? Finalement, est-ce que le procureur général de la République a présenté les résultats finaux des investigations? Résultat final, non. Mais je pense que semaine après semaine, le procureur de Maluku, qui a été chargé par le procureur général de mener les enquêtes, par un rapport que le ministre de la Justice rend public, nous dévoile le contenu de cette affaire qui ressemble de plus en plus à une baudruche complètement vide. Il n'y a absolument rien d'autre qu'un enterrement de personnes indigentes qui ont été là, et jusqu'à présent, nous attendons que le procureur, qui n'a pas encore fermé ce dossier, décide de le fermer. À ce moment-là, il fera un rapport définitif qui sera présenté au public. Nous entendons ici et là des demandes d'exhumation, même des injonctions
des injonctions d'exhumation de la part de gens qui n'ont pas des injonctions. La façon dont certaines ONG parlent ressemble à des injonctions, pardonnez-moi. Et ils n'ont pas donné des injonctions à qui que ce soit ici. Ici, il s'agit d'une enquête judiciaire et le procureur décide en âme et conscience. Il faut le laisser décider. S'il y a des plaintes de personnes, s'il y a des dénonciations de familles, il appartient au procureur de décider si les plaintes sont dignes d'intérêt, si les plaintes sont recévables, parce qu'il ne suffit pas de se plaindre, encore faut-il que la plainte soit jugée recevable par un procureur pour qu'il décide d'une action, mais jusque-là, rien n'ayant été décidé, laissons, attendons, prenons notre mal en patience. Après tout, ce sont des faits qui se sont déroulés au cours de cette année civile. Il y a des enquêtes qui durent 2 ans, 3 ans, voire même plus. Pourquoi cette impatience? Alors justement, au début de cette affaire, Fosse commune de Maluku, on a vu plusieurs voix se lever, entre autres le ministre des Affaires étrangères belge qui a réagi sur ça, la MONUSCO qui a proposé même l'exhumation de corps et tout. La suite de tout ça, monsieur le ministre. Je me demande ce que le ministre des Affaires étrangères belge vient faire dans une affaire congolo-congolaise et ce que la MONUSCO vient faire dans une affaire de fonctionnement de la justice congolaise. C'est des mauvaises habitudes que certains membres de la communauté internationale ont prises d'interférer à tout bout de champ sur des affaires qui ne les concernent pas. Ici, il s'agit du fonctionnement de la justice qui a ses règles, qui a son tempo, qui a son rythme, et nous ne pouvons qu'exiger de ses partenaires de respecter l'ordre juridique congolais qui veut qu'on ne donne pas d'injonction à la justice congolaise, surtout pas par des responsables étrangers. Oui, parlons de partenaires justement. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec ces partenaires, entre autres la MONUSCO aujourd'hui qui a plus ou moins perdu sa crédibilité suite à sa politique de dépôt à 2 mesures, Lambert Mende. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec vos partenaires, entre autres la mission des Nations Unies? 2 poids 2 mesures en quoi? C'est vous qui dites. Oui, bon, on va s'expliquer, c'est-à-dire par rapport à la réaction justement des Nations Unies lorsque un militaire français avait commis justement des pratiques de viol en République centrafricaine. On a vu comment est-ce que la MONUSCO avait réagi, contrairement lorsqu'il s'agit de la République démocratique du Congo. Voilà. Ah bon, la MONUSCO n'est pas en Centrafrique, mais enfin, vous voulez non, parler les Nations Unies, les systèmes de Nations Unies. Nous avons déjà fait part de notre refus de pouvoir être traités comme moins que rien par nos partenaires onusiens en annonçant la décision de refuser toute coopération avec eux dans l'opération de traque et de désarmement forcé des FDLR. Et nous n'avons pas encore de résultats, sauf que nous sommes en dialogue maintenant, en dialogue stratégique, pour essayer de revisiter nos relations, parce que nous sommes effectivement mécontents de ce manque de respect vis-à-vis de partenaires importants dans ces opérations de pacification que sont les soldats des FARDC qui donnent leur vie tous les jours et auxquels on applique des comportements ou des attitudes qui ne sont pas respectueuses des principes universels, comme justement la présomption d'innocence ou comme l'individualité de la peine. Et donc nous attendons que New York puisse réagir afin que, éventuellement, nous révisitions notre position qui reste la même jusqu'à maintenant. Et parlons de FDLR justement, comment se passent justement les mouvements FDLR, etc. La situation sécuritaire d'une manière globale dans la partie est de la République démocratique du Congo avec les événements qui se sont déroulés à Goma dernièrement, finalement. Depuis que nous avons commencé l'opération de désarmement forcé des FDLR, plus de la moitié de ces éléments négatifs ont été désarmés. Nous considérons que c'est un succès et que d'ici 6 à 7 mois, des résultats significatifs vont être enregistrés. Nous avons perdu de nos militaires, c'est pourquoi nous exigeons beaucoup de respect pour ces jeunes gens, beaucoup de respect pour l'armée, beaucoup de respect pour ce pays qui est en train de se débattre. On ne peut pas prétendre aider un pays et le noyer sous une tonne de mépris. Voilà ce que nous disons. Donc le travail est en train de s'accomplir sans la MONUSCO, mais il s'accomplit quand même. Sur la MONUSCO, ça complique quand même. On va parler, puisqu'on est en train de parler de Martin Kobler, de la MONUSCO. Martin Kobler, aujourd'hui, a été proposé par l'opposition, justement, de pouvoir être comme facilitateur au dialogue national, monsieur le ministre. Le dialogue national est une initiative du président de la République
Il n'a pas encore fait les conclusions des consultations sur le dialogue qu'il est en train de mener. Il n'a pas donné de conclusions et donc il m'est difficile de savoir qu'est-ce qu'il pense de cette proposition. Mais quoi qu'il en soit, on peut penser qu'il n'y a aucune logique à ce que pour que des Congolais se parlent, il faille qu'un fonctionnaire des Nations Unies, par ailleurs affecté auprès de la République démocratique du Congo, accrédité auprès du président de la République, vienne assurer je ne sais quelle médiation entre le président et je ne sais quelle opposition avec laquelle le président serait en guerre. Votre proposition contraire que vous proposez finalement... C'est ce que nous sommes en train de recueillir auprès des Congolais parce qu'ils sont les seuls concernés par ce dialogue. C'est pourquoi le président consulte les Congolais. Puisqu'on parle dialogue, les consultations ont débuté. On a vu quand même un engouement, les chefs des différentes confessions religieuses, quelques politiques et tout. Aujourd'hui, les grands acteurs, si je peux le dire ainsi, les acteurs principaux de l'opposition, les trois partis, je vais citer l'UNC, le MLC et l'UDPS, toujours absents. Il n'y a pas de grands et de petits acteurs en République démocratique du Congo. Tous les Congolais se valent. La maman qui vend ses bananes dans un petit coin de Bukavu a les mêmes droits sur la RDC qu'un leader politique comme moi ou en termes de représentativité, ces mamans-là sont représentées au Parlement. Arrêtez de mépriser les Congolais. Et en termes de représentativité, nous, majorité, nous sommes plus représentatifs que l'opposition, madame. Et nous appuyons le dialogue. Vous appuyez les dialogues, nous sommes plus représentatifs, c'est nous la majorité. Au Parlement. Oui, c'est vous la majorité. Oui, la démocratie, justement, c'est considérer aussi la minorité, justement. Alors ne parlez pas de termes de représentativité, puisque si on parle de représentativité, il suffirait que nous, la majorité, nous le voulions pour que cela soit représentatif. Mais ici, le président a voulu aller au-delà de cela. Alors, Monsieur le ministre, les opposants que nous avons rencontrés, justement, ont critiqué la vice des procédures. Hein, c'est-à-dire, ils ont... leur droit. Oui, c'est leur droit, justement. Ils ont critiqué le choix de l'émissaire choisi par le président de la République. Et d'aucuns estiment que c'était pas un choix judiciaire, c'est-à-dire un chef d'un service de renseignement ne pouvait pas justement, faire cette mission-là. Le président peut envoyer n'importe qui exerçant n'importe quelle mission dans l'organigramme de l'État pour accomplir une mission qui relève de ses compétences. Même vous, qui n'avez aucune mission officielle dans les rangs de la structure officielle de la présidence. Donc je pense qu'ils ne savent pas comment fonctionne un État. Il est arrivé à des chefs d'État de choisir un professeur d'université qui n'a rien à voir avec la présidence ou avec une structure étatique pour accomplir même des missions internationales. Donc les pouvoirs régaliens d'un chef de l'État sont suffisamment étendus pour qu'il n'appartienne à personne de pouvoir juger de son choix, de choisir quelqu'un qui porte le message d'un président à quelqu'un. Il ne s'agissait pas d'exercer des pouvoirs, il s'agissait d'apporter un message et de rapporter une réponse. On va fermer cette parenthèse, on continue à parler du dialogue. Monsieur le ministre, est-ce que ce dialogue va se faire dans l'esprit de l'accord cadre d'Addis Abeba ? Je ne sais pas de quoi est-ce que nous parlons. Nous parlons d'un dialogue entre les Congolais ou de l'accord d'Addis Abeba qui est un accord régional destiné à ramener la paix dans une région entre des pays qui ont été impliqués dans la guerre qui a détruit une partie de notre pays qu'il faut reconstruire. L'accord d'Addis Abeba nous appelle à un dialogue régional avec d'autres pays. Il y a une confusion de genre, à mon avis. Alors, Monsieur le ministre, on reste dans le dialogue, justement, d'aucuns... Dialogue entre Congolais. Dialogue toujours, dialogue entre Congolais. Vous avez dit l'initiative du président. Vous avez dit que c'est l'initiative du président de la République. Aujourd'hui, il y a une confusion au sein de l'opinion. D'abord, l'opposition, elle, Vital Kamerhe et Délice Sanga et les autres, et les Jean-Lucien Boussa, ont demandé à ce qu'il y ait dialogue. Le président de la République n'avait pas répondu, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Hein. Et après, c'était la suite, l'UDPS, la proposition de l'UDPS. Tout de suite, le président de la République avait répondu. Finalement, essayez d'éclairer l'opinion là-dessus. Écoutez, nous n'avons pas dit que c'est à la demande du président que le dialogue est en train d'être préparé. Nous avons dit que c'est à l'initiative du président, mais à la demande de l'opposition. Et je pense que l'opposition, mais l'opposition dans sa globalité. Excusez-moi, l'opposition la plus représentative, puisque vous aimez beaucoup la représentativité, c'est l'UDPS.
tous ceux que vous avez cités n'ont pas le niveau de représentation de l'UDPS. Tournez votre regard vers les institutions et comparez ce qu'est l'UDPS avec ceux dont vous avez parlé. Je pense que le président se devait de prendre plus en compte une revendication venant de l'UDPS par rapport à d'autres revendications de forces qui existent, mais qui n'ont pas la même... Mais non, mais... Comment? Pourquoi ça doit choquer? L'UDPS est plus représentative. Elle a plus de parlementaires. Les autres ne veulent pas être le locomotive justement de l'UDPS. C'est ça la bonne guerre qui est au sein de l'opposition aujourd'hui. Le président de la République doit réunir tout le monde. Mais c'est ça la règle démocratique que nous avons choisie. Très bien. C'est la règle démocratique. L'UDPS a plus de parlementaires. On doit écouter ceux qui ont plus de parlementaires parce qu'ils ont plus d'espace de représentation. Donc c'est comme ça le niveau des considérations. Mais dans une démocratie, je ne sais pas, donnez-moi une autre définition. Pourquoi nous sommes au pouvoir aujourd'hui si nous n'avions pas plus de députés? Pourquoi le président Kabila est au pouvoir s'il n'avait pas plus de voix aux élections? C'est comme ça que fonctionne la démocratie. Ouvrez les yeux. Alors l'UDPS justement qui avait même annoncé, qui a rencontré l'envoyé spécial du président de la République, l'émissaire, c'était d'ailleurs la première cible de l'émissaire du président de la République. Finalement sans suite, on n'a pas vu l'UDPS justement venir dans les consultations. Les consultations bientôt, ça prendra fin, monsieur le ministre. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Je ne sais pas ce qui s'est passé, ce n'est pas moi qui organise les consultations. Et les consultations sont un exercice préparatoire. Pourquoi devrions-nous perdre le temps avec un exercice préparatoire? Nous attendons si le président va convoquer la consultation, et l'UDPS a déjà annoncé que même sans participer aux consultations, elle va participer au dialogue. Je pense qu'il y a eu un communiqué officiel et le leader de l'UDPS a dit qu'il allait se prononcer, je pense, le week-end qui vient. Et donc, bon, moi je ne suis pas là pour commenter ce que l'UDPS fait ou ne fait pas, ce qu'elle dit ou ne dit pas. Je vous donne simplement la genèse de cette initiative. Vous êtes au courant de la déchirure qu'il y a au sein de cette famille politique, l'UDPS, quand même si ça ne vous concerne pas, Lambert Mende? Bon, vous me donnerez l'information, il y a des choses que je ne connais pas. Alors, Lambert Mende, on va évoluer, c'est ça le problème, c'est-à-dire les autres se sont écartés finalement parce que l'UDPS aujourd'hui, Étienne Tshisekedi, on connaît son état de santé, il est un tout petit peu fatigué, c'est plus son secrétaire national chargé des affaires étrangères qui est en même temps son fils biologique Félix Tshisekedi, et d'après les indiscrétions, Kamere vraiment ne serait pas d'accord justement d'accepter que Félix Tshisekedi puisse passer devant lui qui a un parcours politique qui pèse plus. Le président n'a pas organisé des consultations pour préparer un dialogue pour des partis politiques, fussent-ils de l'opposition, et encore moins pour des individus. Vous parlez de Kamere, vous parlez de Tshisekedi fils, de Tshisekedi père, etc. Le président est loin. Le président est loin de ces considérations. Le président souhaite organiser des choses de telle sorte que le processus électoral qui va se mettre en branle au Congo en 2015-2016 puisse se faire dans l'intérêt du peuple congolais, sans les violences que nous avons connues en 2006, sans celles que nous avons connues en 2011. Cela n'a rien à voir avec des individus ou des partis politiques. Là, c'est tout à fait autre chose, mais si c'est un débat interne au sein de l'opposition, vous leur poserez la question. Moi, je n'ai pas à entrer dans ces querelles-là. Matière distribution des postes n'est pas à l'ordre du jour au dialogue. Mais le dialogue n'a pas encore lieu. De quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous? Il n'a pas encore lieu. On n'a pas fixé l'ordre du jour. Alors de quoi est-ce que nous parlons? Mais justement, on est habitué à faire des supputations. On est habitué à construire des palais sur finalement, c'est toujours ça l'atterrissage. Généralement, après dialogue, c'est ça la conclusion finalement. On atterrit toujours sur une sorte de consensus, si on peut dire ainsi. On va voir si vous avez le don de divination. Lambert Mende, aujourd'hui, l'opposition a fait une déclaration pour qualifier ces consultations ou ce dialogue de distraction. Carrément, cette grande partie de l'opposition demande même quelques députés. Elle est distraite. S'il vous plaît. Parce que c'est elle qui a demandé le dialogue, donc elle est distraite. S'il vous plaît, vous allez parce répondre. Elle a appelé le peuple à la distraction. Elle nous a appelé à la distraction. Elle demande un dialogue, et lorsqu'on veut aller au dialogue, elle dit que le dialogue est une distraction.
Donc, elle avoue elle-même vouloir distraire le peuple. Mais c'est extrêmement grave. Mais justement, cette je opposition... serais à la place de cette opposition, je vous en voudrais, madame. Justement, cette opposition qualifie ce dialogue de distraction. Donc, elle est contradictoire. Je répète justement elle pourquoi. Elle est en contradiction avec elle-même. D'après l'opposition, d'après cette opposition, Joseph Kabila devait finir son mandat calmement en 2016, partir et laisser le processus électoral se dérouler. Mais pourquoi elle a demandé un dialogue? Pour quelle raison a-t-elle demandé un dialogue? Et au moment où le président répond, du coup, le dialogue n'est plus intéressant. Ce serait de la distraction. L'opportunité de temps aussi, Lambert Mende. Est-ce que le président de la République Mais nous avons commencé un dialogue. Nous l'avons eu en 2013. Ils ont refusé d'y aller. C'était pas opportun à ce moment-là. Je vous rappelle que c'est après le dialogue de 2013 que nous avons appelé concertation nationale que l'opposition a lancé l'appel à ce dialogue soi-disant inclusif que le président voudrait préparer. Donc, il y a des contradictions. N'allez pas rationaliser ce qui est contradictoire, madame. À moins que vous ne soyez membre de cette opposition. C'est votre point de vue. Lambert Mende, il y avait les concertations. Vous êtes en train de vouloir rationaliser quelque chose qui est irrationnel. Des gens qui demandent une chose et son contraire. C'est une question qu'on vous pose. Mais ça n'engage qu'eux-mêmes. Ça n'engage qu'eux-mêmes, justement. Si vous comprenez que ça ne les engage que eux, c'est bien. Mais justement, l'opposition parle aussi d'une intention de glissement, que ce dialogue pourrait justement donner la possibilité à Joseph Kabila de pouvoir bénéficier d'une transition de quelques années, Lambert Mende. Est-ce que cela est à l'ordre du jour finalement? Ils ont un don de voyance que moi je n'ai pas, puisque je ne peux pas prétendre savoir ce qui sortira du dialogue. Manifestement, ils le savent déjà, parce qu'ils disent que ça aboutira à un glissement. Moi, le président, je me contente de ce que le président dit, éviter qu'il y ait les scènes de violence qui nous avilissent, que nous avons vécues en 2007, à moins qu'il ne nie qu'il y a eu une guerre ici à Kinshasa en 2007, à moins qu'il ne nie qu'il y a eu des violences ici à Kinshasa, à Mbujimaï et à Kananga en 2011. Tout le reste n'est que supputation. On sait très bien qu'il faut que les Congolais puissent se parler. Nous avons l'appui de tout le monde à ce sujet-là, sauf de ceux qui peut-être sont pressés de croire qu'ils vont arriver au pouvoir par le seul miracle que Joseph Kabila pourrait ne pas être là. Ils ont tellement peur de lui. Parler, oui, mais au regard du respect du délai constitutionnel. Hein. Mais on n'a pas encore parlé. On ne sait même pas de quoi on parle. On ne sait même pas de quoi nous allons parler, à quelle conclusion nous allons chercher à aboutir, mais déjà des condamnations. Est-ce que ce n'est pas aller un peu vite en besogne? Le peuple, même une petite portion quand même, des quelques Quinois, justement, voudrait comprendre, justement, est-ce qu'on va parler seulement élection, processus électoral, la Constitution reste sacrée, 220 bloqués, Joseph Kabila ne se représente plus en 2016, en 2016 il part. Mais à qui le demandez-vous? Puisque le président Joseph Kabila est en train de demander justement de quoi on devrait parler, puisque les demandes sont venues de l'opposition. Et le président a dit, vous demandez des choses, ces choses concernent notre peuple, je consulte notre peuple pour voir de quoi nous allons parler. Où est le problème? Quel reproche on peut lui faire? Si les Quinois pensent qu'il faut limiter à cela, eh bien ils vont le dire au président. Et le président va limiter l'ordre du jour à cela. Quel est le reproche qu'on doit lui faire? Parce qu'il veut savoir à quoi les gens veulent limiter le dialogue. Dites-moi, est-ce qu'il y a une rationalité à ce comportement? Alors, Lambert Mende, ce n'est pas vous qui... C'est une chose et son contraire. Ce n'est pas vous qui l'avez affirmé, mais quelques personnes qui sont parties aux consultations ont parlé du glissement. Hein, c'est-à-dire, je vais citer Nemwando Semi qui a parlé que non, si on a beaucoup de problèmes, qui a affirmé, on doit changer plutôt de chauffeur, on doit plutôt changer de véhicule, on ne doit pas changer de chauffeur. Pour dire, justement, c'était une sorte d'absus de révélation, révélateur, pour dire que non, Joseph Kabila pourrait rester. Je ne savais pas. Et quelques personnalités aussi ont dit, quelques personnalités ont affirmé qu'on pouvait aller au-delà de 2016, justement pour la bonne organisation des élections, s'il vous plaît. Il était membre de la majorité présidentielle. C'est aujourd'hui que je l'apprends. C'est une très bonne nouvelle que vous m'apprenez. Il n'est pas membre de la majorité présidentielle. C'est lui qui l'a affirmé. Je n'ai pas dit qu'il est de l'opposition de la majorité. Mais alors, de quoi est-ce que je dois m'expliquer? C'est la position de M. Nemwanda Semi. Pourquoi vous ne l'interrogez pas? Pourquoi vous interrogez le porte-parole du gouvernement sur les propos du député Nemwanda Semi? Je ne vous comprends pas. Il est plus libre de ses opinions. Depuis quand? Lorsque ces gens de l'opposition ont dit quelque chose, aucun Congolais ne peut dire le contraire, d'après vous? C'est ça votre journalisme?
On ne peut pas dire quelque chose de différent. Lambert Médé, ne jugez pas, ne jugez pas ma façon de faire les choses. Lambert Médé, vous avez dit que l'initiateur de ce dialogue, c'était Joseph Kabila. Il a initié ce dialogue. C'était à lui de préciser. Il consulte les gens. Voilà. C'était à lui de donner l'ordre du jour, de préciser pourquoi est-ce qu'il veut inviter les gens. Nous avons dit qu'il consulte les gens pour dégager un ordre du jour. Alors, vous n'avez pas le droit d'interdire à qui que ce soit de donner son point de vue sur un ordre de jour sur lequel il est consulté. Et donc, si Némoine Semi a donné son point de vue, il n'appartient à personne de venir lui en vouloir pour cela. Chacun est libre de donner un point de vue. Nous sommes dans un pays démocratique, madame. Donc, le chef de l'État n'a pas précisé de quoi on devait parler, donc il laisse chacun de venir proposer son cahier de charges. C'est bien cela. C'est exactement ça le sens des consultations. Je me tue à vous le dire. C'est ça. Le président dira ce qu'il aura retenu de ce qu'il a reçu comme information, comme proposition de ses interlocuteurs à la fin de l'exercice. Nous n'en sommes pas encore là. Et si c'est les glissements, donc ils vont glisser aussi. Donc, je ne réponds jamais aussi. Je suis porte-parole d'un gouvernement sérieux. Monsieur le ministre, on va parler du processus électoral, justement. Les jeunes que le président de la République ont reçus ont proposé au président de la République, justement, si on pouvait revoir, ils ont parlé justement de l'enrôlement des nouveaux majeurs par rapport au processus électoral, le point de vue du gouvernement là-dessus. Il n'y a pas que les jeunes qui parlent de l'enrôlement des nouveaux majeurs. Même dans la majorité, des gens parlent de l'enrôlement des nouveaux majeurs. Et toute l'opposition, je pense, parle de l'enrôlement des nouveaux majeurs. Je pense que le président, dans ses conclusions, nous dira ce qu'il en pense. La Commission électorale nationale indépendante avait pensé autrement. Techniquement, elle estimait que les arriérés électoraux ne pouvaient pas concerner ceux qui étaient mineurs au moment où ces élections se tenaient. Bon, d'autres personnes pensent différemment. On verra bien comment établir un pont entre cette vision et la position de la Commission électorale nationale indépendante. Monsieur le ministre, plusieurs couacs dans ce calendrier, c'est-à-dire plusieurs propositions pertinentes qu'on devait en tenir compte. Aujourd'hui, la question est celle de savoir, doit-on aller aux élections pour le plaisir d'y aller, pour respecter la Constitution nécessairement, ou on doit bien faire les choses s'il faudrait qu'il y ait glissement, s'il faudrait que Joseph Kabila reste jusqu'en 2018 ou 2019, 2017, pour que les élections se déroulent bien? Je pense qu'il appartient aux Congolais de prendre toute décision qui concerne leur pays. Ce n'est ni à la majorité, ni à l'opposition, ni à la société civile, ni à la CENI, ni à qui que ce soit de décider. C'est pourquoi le président a voulu créer ce cadre de concertation, parce qu'il se pose quand même beaucoup de problèmes qui ne peuvent être résolus simplement par l'application des textes légaux. Notamment le problème de la violence, notamment le problème que vous soulevez. Il faut que les Congolais se parlent pour arriver à adopter des attitudes, des propositions qui leur permettent de résoudre les problèmes de leur vivre ensemble. Je pense que c'est ça. Oui, mais le problème principal aujourd'hui, c'est les élections, l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Il y a une commission paritaire au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Puis-je vous dire, madame, que même le fait de dire qu'une institution dépasse son mandat est constitutionnel, puisque prévu par la Constitution. Parce que vous aimez bien les délais constitutionnels. C'est-à-dire, allez-y, justement, allez-y. Je vous dis cela. Je vous dis cela comme juriste, je vous dis qu'il est possible de dépasser un mandat. Pourquoi? Parce qu'il y a aujourd'hui des assemblées provinciales qui ont dépassé le mandat. Vous avez un Sénat qui a dépassé son mandat. Ça fait partie de la Constitution. L'institution président de la République est un peu particulière. Est-ce que c'est interdit? Elle n'est pas interdite. Non, est-ce que vous me dites un article de la Constitution qui est interdit? Elle n'est pas interdite. Si vous parlez de la Constitution, et l'article 220 qui ne permet plus le président de la République de pouvoir se présenter. Mais nous ne parlons pas de la même chose. Vous parlez de la Constitution ou des élections? Nous parlons des élections. Les élections, c'est une chose. La Constitution, c'est autre chose. La Constitution prévoit un certain nombre d'aménagements. Et donc, je ne sais pas si vous voulez vous transformer en constitutionnaliste. Nous pouvons aller dans ce débat-là. Et vous verrez que vous avez tout faux. Vous avez tout faux. On va aller dans ce débat-là de la Constitution. Lambert Ménon va aller dans ce débat. On va aller dans ce débat-là de la Constitution. Donc, vous parlez de cet article qui parle de lorsque une institution n'est pas encore prête et tout. Non, ce n'est pas le D120. Donc, c'est-à-dire l'ancienne peut combler le vide juridique jusqu'à... Ça se fait déjà avec le Sénat et les assemblées provinciales, madame, je vous l'ai dit. C'est tout ce que je vous ai dit. Donc ça peut arriver aussi avec l'institution président de la République. C'est vous qui le dites.
Monsieur le ministre, on va parler à présent de l'affaire Filimbi. La rédaction Filimbi, justement, publie sur les réseaux sociaux que le gouvernement congolais aurait donné des ordres pour arrêter l'un de leurs activistes. Justement, Lambert Ménessi, vous pouvez éclaircir l'opinion sur ça. Le gouvernement congolais ne donne pas d'ordre à la justice, madame. La justice fait son travail et nous nous félicitons de ce qu'elle a mis la main sur un individu qui était en train de faire l'apologie de la violence, qui était en train d'appeler les Congolais à violer des femmes à Kisangani sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous, une dame, vous allez accepter que nous acceptions cela. Nous, votre gouvernement. Alors, vous avez carrément... Filimbi est en train de défendre cet individu-là. Justement, qui est membre de Filimbi. Filimbi aujourd'hui est considérée comme une sorte d'organisation terroriste. Elle est en tout cas une organisation hors la loi. Elle n'est enregistrée nulle part en République démocratique du Congo. Donc vous n'accepterez pas sa présence ici. Mais on ne peut pas accepter la présence d'une organisation qui n'est enregistrée nulle part. Supposons qu'elle organise une manifestation et qu'il y ait des dommages. Vous vous adressez à qui pour faire réparer ces dommages? Rien que cela. Et on va parler d'une indiscrétion, justement ces indiscrétions affirment que Filimbi serait en collaboration avec les États-Unis, serait financé par les États-Unis justement pour déstabiliser quelques pays africains ou pour rappeler aux chefs d'État africains qui veulent rester au pouvoir par force justement de pouvoir partir au respect du délai constitutionnel. Les États-Unis n'ont pas pour mission de rappeler à des chefs d'État qui veulent rester au pouvoir, qui doivent respecter la Constitution. Les États-Unis sont un pays, les pays africains sont d'autres pays. Et donc, à moins qu'il s'agisse simplement de déstabiliser des pays, les ingérences des États-Unis dans des affaires intérieures d'autres pays ne sont en rien justifiables. Ils n'ont rien à voir dans les fonctionnements intérieurs d'un État. Et donc, il y a un diplomate américain qui a avoué... le plus puissant quand même, qui essaye de maîtriser d'autres nations, hein, même si vous ne le dites pas officiellement. Et donc vous l'acceptez? Non, on l'accepte pas, c'est une question. Merci. L'accepter ou pas, Merci. Là vous êtes dans le gouvernement, c'est à vous de le faire. Nous ne l'acceptons pas, nous sommes indépendants. Justement, les États-Unis... Lumumba est mort pour ça, Mzee est mort pour ça, nous sommes prêts à mourir pour cela. Et notre peuple nous en sait gré. Alors, monsieur le ministre, justement, la France, et aujourd'hui, elle est victime, justement, des États-Unis aussi, hein, d'Amérique, justement, qui est l'un des pays alliés, des principaux alliés de la France. Les trois chefs d'État africains, je vais citer Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, même François Hollande, ont été mis sous écoute par la NSA. Justement, la France n'est pas d'accord avec ça. Aujourd'hui, on peut craindre aussi, finalement, que cela puisse atteindre même l'Afrique. Hein. Vous voyez que personne n'accepte qu'un État étranger puisse se mêler de ses affaires. Donc nous, pas plus que la France. Donc il faut arrêter tous ces gens qui croient qu'il est normal qu'un pays comme les États-Unis ou n'importe quel autre vienne se mêler de nos affaires intérieures. Ce que l'exemple de la France nous démontre, c'est cela. C'est qu'un pays reste souverain et qu'on n'a pas à venir écouter ses présidents, on n'a pas à venir donner des injonctions sur des affaires qui sont essentiellement des affaires domestiques. Ça n'existe pas, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas aux États-Unis de rappeler la nécessité d'organiser des élections dans les délais constitutionnels, etc., pas du tout, madame. Comme l'a fait le président américain. Pas du tout, ce n'est pas leur rôle. C'est aux Congolais de rappeler qu'on doit respecter la volonté des Congolais. Monsieur le ministre, puisqu'on parle justement de l'étranger, on va parler de cette information qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, que le directeur de cabinet du président de la République serait un élément belge, et puis la Belgique aurait refusé son accréditation là-bas. Vous parlez souvent au conditionnel, et moi je ne suis pas en mesure de vous suivre dans ces débats. La Belgique aurait, etc. Je ne suis pas au courant de cela. Justement, on se protège, monsieur le ministre, on ne veut pas être victime de ce qu'on a été dans le passé. Donc il faut éviter, on se protège, il faut éviter de propager des choses qui ne sont pas clairement... Donc vous ne confirmez pas cette information? Je ne la confirme pas. Vous ne connaissez même pas... Je ne la confirme pas. Justement, on va parler du dossier refus visa de cet artiste sénégalais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'était pas en ordre, monsieur le ministre? Non, madame, elle n'était pas en ordre parce qu'il a demandé un visa pour tourisme. Et lorsqu'il arrive ici, on se rend compte partout, à tous les coins de rue, qu'il y a des affichages, comme quoi il est venu pour exercer sa
profession, une profession qui est payante, c'est-à-dire donner des concerts qui sont payants et pour lesquels il devait acquitter certaines taxes et tout. Et donc je ne connais pas d'État qui peut accepter comme ça de gaieté de cœur de voir des taxes être éludées. Et nous avons, par notre administration de la migration, pris les mesures qu'il fallait. Cet artiste précédemment, il a fait des déclarations sur les pays africains, entre autres la RDC. C'est sa liberté. Oui, vous oui, aussi vous en faites. L'opposition aussi en fait. Nous n'avons expulsé personne. Ce serait une sorte de coïncidence aujourd'hui parce que plusieurs personnes parlent justement de règlement de compte qu'on a refusé justement à lui octroyer le visa parce qu'il a voulu combattre un peu le régime, hein, Lambert Mende. Mais ce que je sais, c'est qu'il a fait de fausses déclarations sur son visa. Alors s'il a fait d'autres déclarations, ce n'est pas pour cela qu'on l'a expulsé. S'il a fait d'autres déclarations, bon, il n'est pas congolais d'abord. Ce n'est pas son problème. Moi, je dis que ces déclarations... C'est un artiste quand même, hein. Il n'y a pas de limite. Ah la musique n'a pas de limite. Ah bon? La musique n'a pas de limite. Même pour faire la politique dans un pays qui n'est pas le vôtre. Il sera candidat ici, gouverneur, vous allez le voter. C'est ridicule de parler comme ça. Il n'y a que les Congolais qui ont le droit de faire la politique au Congo, madame. Monsieur le ministre, on va conclure avec le dossier TNT, finalement, qui a interrompu le sommeil de plusieurs personnes, justement. Où en sommes-nous avec l'effectivité de TNT? La TNT est effective dans la ville-province de Kinshasa. Dans 3 semaines, un mois, elle sera effective à Lubumbashi, puis bientôt dans 9 villes frontalières de la République démocratique du Congo. Et qu'est-ce qui va se passer, monsieur le ministre? Vous voulez dire qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on doit constater? Parce que finalement, il y a eu une sorte de déficit de communication là-dessus. Les gens, non, c'est-à-dire que les gens ont confondu, c'est-à-dire chacun a traduit la TNT à sa manière. Vous êtes ministre de la communication et médias. Qu'est-ce qu'on devra constater? Ce qui n'existait pas avant. Parce qu'il y a eu de fausses idées qui ont été répandues. En fait, la TNT, c'est une décision qui concerne le monde entier. On a voulu en faire une affaire du gouvernement congolais seulement. En fait, c'est le monde entier qui émigre de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre, et suivant une décision prise en 2006 à Genève, dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications. La TNT est advenue parce qu'on a constaté qu'il y avait surconsommation des fréquences analogiques. On n'avait plus de fréquences à donner aux opérateurs de télévision parce que les fréquences analogiques surconsomment les fréquences. Une fréquence, une télévision, alors qu'avec la technologie du numérique, par recours à la compression, on peut arriver à loger plusieurs fréquences, donc plusieurs chaînes de télévision, de 15 à 20 sur une même fréquence. Voyez l'économie que l'on peut faire pour un pays. Voyez ce qu'on peut économiser pour affecter notamment au secteur des télécommunications qui peuvent produire des recettes. C'est ce que nous avons appelé le dividende numérique. Pour le téléspectateur lambda, la TNT, c'est des meilleures conditions d'écoute, des meilleurs sons, des meilleures images, donc des meilleurs conforts. La comparaison est évidente. Les anciennes télévisions, les anciennes télévisions seront toujours fonctionnelles à condition de pouvoir y mettre un adaptateur que nous appelons décodeur, qui ne coûte pas aussi cher qu'un nouveau téléviseur numérique. Oui, mais qu'on doit acheter où ça? Sur le marché. D'accord. Monsieur le ministre, avant de conclure, vous n'aimez pas trop des conditionnels, vous venez de le dire, mais en perspective, comment voyez-vous l'année 2016 sans Joseph Kabila? L'année 2016 sera avec Joseph Kabila. La fin de l'année 2016, la fin du mandat du président de la République, la limite. Il y aura une élection présidentielle dans ce pays. Remise et reprise ordonnée, comme vous l'avez dit. Nous sommes encore en 2015, madame. Nous préparons l'élection, les élections locales. Nous préparons les élections provinciales et vous m'amenez déjà à 2016. Moi, je suis un homme politique pragmatique. Je m'occupe de préparer les élections locales. Je m'occupe de préparer les élections provinciales. Le moment viendra. Nous parlerons d'élections 2016 lorsque la CENI les mettra à l'ordre du jour. Nous saurons qui seront candidats, qui n'y seront pas. Je pense que c'est un peu tôt. À ceux-là qui veulent savoir qu'est-ce qui va arriver en 2016, on peut leur dire simplement qui vivra verra, monsieur le ministre? Voilà le mot. Qui vivra verra, et leur dire aussi qu'il n'y a dans la loi congolaise, ni dans nos pratiques congolaises, il n'y a aucune obligation pour quelqu'un de proclamer sa non-candidature. Ça n'existe pas.
Les gens proclament leur candidature et de là on déduit qui n'est pas candidat. Mais dire que Joseph Kabila seul dans ce pays est obligé de dire qu'il ne sera pas candidat, ça c'est vraiment abuser de ses propres droits. Ce n'est pas à l'ordre du jour, hein, au sein de la majorité présidentielle, les gens ne sont même pas fixés. Nous n'y pensons pas encore. Nous pensons vraiment aux élections locales que nous voulons gagner et que nous allons gagner, aux élections provinciales que nous voulons gagner et que nous allons gagner, et ceux qui sont distraits avec seulement l'élection présidentielle parce qu'ils ont peur de Joseph Kabila vont se réveiller un matin avec nous contrôlant toutes les majorités et ils vont dire encore qu'on a manipulé je ne sais quoi, mais c'est parce qu'ils ne se préparent pas, tout concentrés qu'ils sont sur cette histoire que certains à l'étranger veulent manipuler parce qu'ils veulent contrôler le président qui sera à la tête de la RDC parce qu'ils ne contrôlent pas Joseph Kabila. Monsieur le ministre, une toute dernière question. Vous êtes porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et des Médias. Vous avez bien évidemment appris l'arrestation du journaliste Daniel Safou. Justement, quelle a été votre réaction tout de suite? C'est une affaire judiciaire que je me garderai bien de commenter. Il nous est interdit par déontologie de commenter une affaire qui est en justice. Ce serait votre dernier mot. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames, Messieurs, j'étais très heureuse de vous présenter cette émission qui a élaboré plusieurs sujets d'actualité. Vous l'avez suivi, la plainte déposée par le président de la République qui a dénoncé quelques personnes. On va connaître leurs noms, bien évidemment, dans les prochains jours, je pense. On a parlé aussi du processus électoral. On a abordé la question sur les consultations débutées par le président de la République. Vous allez suivre cette émission demain en rediffusion à partir de 10h juste, mais aussi sur www.dossierDafrique.com, sur la radio-télévision nationale congolaise, sur la page Facebook Barbara Nzimbi officielle, mais aussi sur Congo Web, votre télévision. Je vais vous retrouver vendredi prochain, ça sera avec le même plaisir. Bonsoir.